Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Il existe un paradoxe très étrange sur lequel je me questionne depuis un petit moment. Partout, on parle d'immigration, on parle de surpopulation, on parle parfois de grands remplacements quand on s'intéresse à l'extrême droite. Et pourtant, on fait de moins en moins d'enfants. La réalité, c'est qu'on arrive dans un monde sans enfants. Un monde sans enfants, c'est le titre de l'ouvrage de mon invité du jour, David Duhamel, qui est chercheur, qui est à l'origine économiste, mais qui donne des cours de démographie à Sciences Po Paris. Et vous allez voir qu'en fait, ça a des impacts qui sont extrêmement importants. Ce monde sans enfants, on l'a déjà dessiné, puisque le taux de natalité chute de manière drastique. J'ai appris énormément de choses en enregistrant cet épisode, en lisant le livre, en particulier ce qui se passe en Corée, ce qui se passe au Japon. Le Japon, j'étais à peu près au courant. Ce qui se passe aussi dans les pays d'Amérique du Sud, sur le continent africain, et en fait, en réalité, un peu partout, sauf dans quelques endroits du monde, de manière très ciblée. Vous allez voir que avec David, on parle bien sûr de la démographie, mais on parle surtout des impacts et des raisons pour lesquelles on en arrive là. Et très rapidement, on va arriver à une discussion autour du genre et des choix politiques. C'est hyper intéressant de se rendre compte comment, à travers une forme de libération des femmes, si on peut utiliser cette expression, on arrive aussi à une chute de la natalité. Et ça aura des impacts qui vont être très importants, en particulier par exemple la Chine. En 2100, on envisage qu'ils seront 2 fois moins nombreux qu'aujourd'hui. Mais la Corée, on envisage que potentiellement ce pays va disparaître, mais en tout cas ils seront quasiment réduits à portions congrues. Ça aura des impacts aussi en France, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'immigration, très largement. Mais on ne sait pas d'où elle va venir cette immigration, puisqu'en fait il n'y a plus beaucoup d'enfants nulle part. C'est un épisode qui est hyper intéressant et il est déjà dessiné cet avenir puisque évidemment une génération ça met 20 ans à grandir. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Grégory. Comment tu vas ? Eh bien, écoute, je vais très bien en fait. Ouais, et je suis ravi que tu sois là. On va parler d'un sujet qui à mon sens est l'un des sujets les moins bien compris de notre société en ce moment, parce que j'entends parler partout des migrants, de l'immigration, sans comprendre qu'il y a un énorme sujet sur la fécondité dans nos pays. Il y a un énorme sujet de fécondité dans beaucoup de pays, mais y compris en France. Est-ce que tu as la sensation que, comme moi, ce sujet, et c'est sans doute pourquoi tu as fait un livre sur le domaine, mais c'est un sujet qui n'est pas très bien compris? Un peu, mais c'est pas très surprenant parce que c'est un sujet assez nouveau. En fait, on est un petit peu face à la crise démographique dont je vais parler, comme on était face à la crise climatique il y a 40 ans ou 30 ans. Et surtout en France, parce que jusqu'il y a quelques années, ça allait parfaitement, la démographie française, on faisait cocorico tous les ans. Dans certains pays, en revanche, ils sont bien au courant parce qu'ils en ont quand même... Pardon, c'est pas très joli ce que je veux dire, mais ils en ont bouffé de l'info sur la question démographique. Et nous, on débarque parce que c'est nouveau. Mais on va apprendre, parce que ça va s'imposer à nous. Ça va prendre combien de temps pour s'imposer ? Est-ce que on parle encore aujourd'hui de surpopulation, et pourtant il me semble que ça fait pas vraiment de sens de parler de surpopulation aujourd'hui. Alors, tout dépend surpopulation de quoi et de qui, comme toujours. C'est vrai que le concept de surpopulation mondiale ne fait plus sens du tout, en partie parce qu'on sait que quand bien même la population mondiale va continuer à augmenter, on est en gros à 8 milliards, elle va augmenter jusqu'à 10 milliards, tous les organismes internationaux sont d'accord pour le dire, ils sont pas d'accord sur le détail, mais en gros c'est ça. Et puis elle va baisser. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, la population mondiale va baisser. En fait, pour comprendre ce qui se passe, il faut imaginer un shoot de basket et voir la population mondiale comme la balle qui s'élève dans l'air, mais qui s'élève de moins en moins vite. Puis à un moment, elle va atteindre son sommet, en 2075, et puis elle va baisser. Jusqu'où, on ne sait pas, mais c'est sûr, ça va baisser. Donc la crainte de la surpopulation, on peut oublier ça. En revanche, dans certains endroits, il va y avoir une surpopulation locale. Mais ce n'est pas le plus important, je dirais. Le plus important, c'est de comprendre qu'on a aussi un gros problème climatique, environnemental, qui, lui, est lié à notre surconsommation. Et bien sûr, notre surconsommation, elle n'est pas complètement décorrélée de notre nombre. Mais face à la gravité de la crise climatique, on ne s'en sortira qu'en changeant notre mode de vie. Et
on peut être 2 fois moins. Si on ne change pas notre mode de vie, c'est foutu. Donc ces deux agendas décorrélés, c'est pas la même crise. Et donc ceux qui la relient se trompent, et parfois se trompent à dessein, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire peur avec la surpopulation. Et dans ces cas-là, bien sûr, il s'agit toujours de la surpopulation des autres et jamais la nôtre. Personne ne s'est jamais plaint du nombre de Français. Nicolas Sarkozy, dans le texte, sur la surpopulation en tout cas. Alors, en France, on n'est pas dans une surpopulation. En tout cas, on est dans une surconsommation, mais pas dans une surpopulation. On fait de moins en moins d'enfants. Est-ce que ça fait du sens, pour les personnes qui nous écoutent, de s'intéresser à un problème qui va advenir en 2075-2100. Enfin, a priori, c'est loin de nous. Il y en a quelques-uns parmi nous qui seront plus là pour le voir. Est-ce que je devrais me soucier d'un truc qui va se passer dans 50, 70 ans ? Alors, j'aurais tendance à dire oui, même si c'était un truc qui se passerait dans 70 ans. Mais c'est pas un truc qui va se passer dans 70 ans, c'est un truc qui se passe aujourd'hui. Ça se passe déjà. Parce que la question démographique va pénétrer complètement notre monde politique. Elle le pénètre déjà via la question migratoire et en fait, elle est déjà utilisée. Donc la question de l'immigration, on peut en parler si tu veux, c'est un peu ce troisième rail, quand on s'en saisit, on s'électrocute, pardon. On s'électrocute peut-être aussi, mais la question simplement des rapports hommes-femmes et les attaques quelquefois sur les droits des femmes, on le voit très bien avec la question de l'avortement aux États-Unis, qui est assez centrale quand même. Donc c'est pas du tout un truc du futur, quand bien même le manque de personnes, particulièrement en France, se matérialisera loin dans le futur. C'est quelque chose du présent parce que ça affecte nos vies maintenant. Quand l'électorat est fait maintenant majoritairement de vieux et que ça va être sans cesse un électorat plus vieux, naturellement, les hommes et les femmes politiques vont se tourner vers des politiques qui favorisent leur électorat. Et donc, on va parler aux seniors, quitte à pas prendre en compte l'intérêt des jeunes, ce qui est déjà le cas. Et ça ne va faire que s'amplifier. Donc, c'est pas du tout un problème du futur, c'est maintenant. Tu dis que on va pas ressentir les besoins, ou en tout cas le manque de natalité. Moi, j'ai l'impression, à l'inverse, mais c'est toi l'expert, donc, que d'ici 20 ans, on sait déjà qu'il n'y aura pas assez de gens pour travailler, que du coup on aura des problèmes pour les retraites, d'autant plus qu'aujourd'hui, que du coup on aura du problème de personnes actives, de personnes peut-être pour prendre soin des seniors justement. Il va y avoir des conséquences, enfin, il me semble. Oui, et il y en a déjà, mais par exemple quand tu dis on va avoir des problèmes avec les retraites, j'ai l'impression qu'on a cette phrase, on peut déjà la citer en 1984, c'est-à-dire que on a des problèmes avec les retraites, la question de la retraite reste centrale. Est-ce qu'elle est toute seule comme une île ou au contraire liée à d'autres questions de justice sociale ? À mon avis, tout ça est plus compliqué, mais oui, mais l'hiver démographique en France sera beaucoup plus doux qu'ailleurs. On va quand même passer par un moment difficile, ça fait aucun doute, mais en comparaison avec la quasi-intégralité des autres pays, et surtout de tous ceux qui sont maintenant déjà face à cette baisse de la fécondité assez brutale, on est vraiment mieux placé. Enfin, il suffit de regarder l'Italie, je ne parle même pas de la Corée du Sud. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il s'agit vraiment de mettre la peur à la bonne distance. Et je vois et je crains combien la question démographique va être instrumentalisée pour en fait parler d'autre chose. C'est-à-dire, on va dire, c'est la faute des vieux, ils coûtent trop cher, on va couper les retraites. Ça veut dire, c'est la faute des étrangers, ils sont trop nombreux, ils viennent nous remplacer. C'est la faute des jeunes, ils sont bons à rien, ils font pas d'enfants, etc. etc. En fait, c'est déjà une question politique et les camps s'organisent. Mais est-ce que justement, on va pas se battre pour avoir de l'immigration, alors sans doute choisie, mais est-ce qu'on va pas se battre entre les pays, entre la Chine, où la dénatalité a déjà démarré, tous les pays en Occident, de manière générale, tu parlais de la Corée tout à l'heure, est-ce qu'on va pas être en train de se battre pour faire venir des jeunes chez nous, d'une certaine manière ? Ah bah moi je pense que ça me semble évident que la main-d'œuvre va devenir une ressource extrêmement précieuse et qu'on va se battre pour avoir des immigrés. Et en fait, on se bat déjà. Simplement, on est dans ce moment un peu particulier où l'opinion publique est très majoritairement hostile à l'immigration. Et donc, les partis politiques qui savent que leur économie a besoin d'immigration le font en douce. Et c'est particulièrement sensible avec, par exemple, le gouvernement britannique qui était encore celui du Brexit jusqu'à pas longtemps. En 2023, ils se sont ouverts comme jamais dans leur histoire. C'est censé être
le gouvernement qui bloque l'immigration. Mais sans immigrés, l'économie britannique, c'est fini. Et d'ailleurs, ils sont vraiment pas en bonne forme en ce moment. L'Italie de Meloni crie « Oh non, non, on veut pas d'immigrés ». Ils en prennent plein. Alors, oui, lesquels, comment, tout ça, mais évidemment que de ce point de vue-là, l'Europe, et encore plus peut-être les États-Unis, est dans une position assez favorable parce que malgré toutes nos récriminations vis-à-vis de l'immigration, on a un peu l'habitude de la diversité et les gens veulent venir chez nous. Mais pensez à ces pays où on ne fait pas d'enfants et où, en gros, personne ne veut venir, ou alors pour traverser, comme tous les pays d'Europe de l'Est. Pensez à la Roumanie ou la Bulgarie, mais on n'est pas du tout dans cette situation-là. Quant aux Asiatiques comme les Japonais ou les Coréens, ils sont historiquement, culturellement, très mal préparés à l'immigration, hostiles. Ça n'a pas de sens de les dire qu'ils sont xénophobes ou racistes, mais en tous les cas, leur société est fermée. Mais comment ils vont faire ? Ils cherchent à s'ouvrir, mais c'est très compliqué. Quant à la Chine, c'est comme la Corée et le Japon, mais en plus, d'une certaine façon, il n'y a presque pas assez d'immigrés sur Terre pour régler le problème chinois, tellement ils sont nombreux. C'est clair. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'impliquent autant sur le continent africain. C'est pas complètement... Oui, mais je pense qu'ils sont pas prêts encore culturellement, psychologiquement à s'ouvrir au continent africain. Et je me demande aujourd'hui quel Africain, même si je trouve que c'est toujours compliqué de dire le mot africain, c'est trop vaste, mais oui, bien sûr. quel Congolais se dit c'est en Chine que je veux aller avant de se dire c'est en Europe ou aux États-Unis. Parce que la culture est fermée et la langue est difficile quand même. Et en plus, c'est quand même un pays nettement plus pauvre. Donc avant que la Chine soit une destination de rêve, il y a du temps. Est-ce que alors comment on explique cette dénatalité ? On peut parler de dénatalité ? Alors moi, je préfère parler de baisse de la fécondité, c'est-à-dire du baisse du nombre d'enfants par femme. Alors comment on l'explique ? C'est compliqué, mais avant peut-être de l'expliquer, je voudrais revenir sur les chiffres, parce qu'ils sont souvent méconnus. En gros, dans l'histoire de l'humanité, les femmes avaient 6 enfants, en moyenne et en gros. Donc je vous parle d'un truc qui date de moins 100 000 à 1800. Avec beaucoup de mortalité infantile. Oui, avec beaucoup de mortalité infantile. Il y en avait presque la moitié qui mouraient avant d'être capable même d'avoir des enfants. Parfois, c'était même 4 sur 6, donc ça faisait 2 qui recommençaient, et ça explique la quasi-stagnation de la population mondiale pendant très longtemps. Mais en fait, en 1952, quand la reine Elisabeth prend le pouvoir, la fécondité mondiale est encore de 5 et 5 un peu plus. Donc en gros, ça n'a quasiment pas bougé entre la préhistoire et Elisabeth II qui monte sur le trône. En revanche, quand elle quitte le trône, pour des raisons qui ne sont pas encore bien élucidées, la fécondité mondiale est à 2,3. Aujourd'hui, elle est à 2,2. C'est-à-dire que c'est un changement, on n'en conçoit pas bien les implications, tellement c'est en fait un truc de dingue. 2,2 par femme, et je vous parle du monde entier, c'est-à-dire que je prends en compte les pays où il y a encore beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, en 2024, plus de 2/3 des pays de la planète ne font pas assez d'enfants pour renouveler leur population, ce qu'on appelle le seuil de remplacement, c'est 2,1. Les pays riches sont en gros à 1,5. Certains pays sont en dessous de 1. La Corée du Sud, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est 0,6. Donc on a toute une bande de pays qui font vraiment pas assez d'enfants, mais surtout, tous les pays vont dans la même direction. Je reprends la métaphore du shoot de basket. Tous les pays sont des ballons qui s'élèvent ou se sont élevés, arrivent au sommet ou s'en approchent, et puis commencent à redescendre après. Et il y a déjà maintenant des pays qui commencent à se vider comme on viderait une baignoire. Et c'est donc très très important. Alors maintenant, pour revenir à la question des causes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est complètement multifactoriel. Déjà, quand quelqu'un vous dit c'est un truc, c'est faux. Ensuite, il y a plusieurs mouvements, c'est-à-dire que, comment dire, vous voyez, c'est compliqué, j'ai du mal à organiser ma pensée. Mais en gros, on va dire l'urbanisation. Donc des enfants à la ville, c'est pas du tout la même chose que des enfants à la campagne. Les changements économiques, des enfants dans une économie agraire plutôt que dans une économie industrielle, plutôt que dans une économie de services, c'est pas la même chose. Le rôle de l'éducation, l'éducation ça coûte cher. On surinvestit sur moins d'enfants. Évidemment, le rôle de droit des femmes, à qui enfin en fait elles ont très majoritairement le choix. Et ça c'est le changement majeur. Et je parle même pas du choix de la contraception, je pense presque du choix de décider d'avoir une vie, de décider quand est-ce qu'on veut avoir ses enfants, de décider de travailler. L'autonomie des femmes, ça c'est sans doute majeur. Je pense qu'on est aussi dans une culture plus individualiste, que la télévision a changé beaucoup les comportements. Donc je vous parle de choses qui sont passées dans les années 60, 50, 70. Et puis, donc voilà, tout ça explique la baisse universelle, j'insiste vraiment sur ce truc. C'est pas quelque chose de pays riches.
C'est certainement pas quelque chose d'occidental, c'est pas quelque chose de chrétien, comme quelquefois je l'entends, c'est quelque chose de mondial. Mais si tu veux tu me reposeras la question différemment, mais toutes ces forces qui expliquent la baisse de la fécondité, une baisse de fécondité qui commence vraiment, pour simplifier, en 1800, et d'ailleurs qui commence en France. La France a un rôle particulier à jouer. Toutes ces forces, elles sont à l'œuvre et elles augmentent dans les pays. Mais on a aussi de nouvelles forces dont on ne mesure pas encore les effets et qui sont très récentes et qui expliquent la baisse récente de la fécondité dans des pays qui se portaient plutôt bien. Typiquement la France, les États-Unis par exemple, le Royaume-Uni. Et ces forces-là, j'en dirai plus dans un instant, mais sont liées à la technologie et sont liées au phénomène MeToo et à la remise en cause du patriarcat. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit des mouvements, des politiques, en particulier aux États-Unis, mais parfois aussi un peu en France, qui disent Your body, my choice. C'est-à-dire, c'est ton corps, mais c'est mon choix en tant que mâle alpha, mâle je sais pas quoi d'ailleurs, mais très patriarcal, en tout cas. Est-ce qu'ils ont cette idée de se dire, attends, mais d'une certaine manière, moi je veux continuer à avoir des enfants, ou c'est juste vraiment... Est-ce que tu penses qu'ils ont ça en tête ? Je pense que tout le mouvement en fait masculiniste qu'on voit s'ériger comme en contre-pied au mouvement féministe, même si pour moi c'est deux mouvements qui n'ont absolument rien à voir, il est, comment dire, là, pardon, je m'en mêle, je reprends. En fait, à mes yeux, ce mouvement masculiniste, c'est la réaction d'hommes qui sont un petit peu surpris de voir l'ordre qu'ont connu leurs parents et leurs grands-parents remis en cause par les femmes, qui sont surpris d'être en concurrence avec les femmes et parfois d'être en galère face à cette concurrence. On le voit à l'université, on le voit à l'école, et puis maintenant on le voit sur le marché du travail. Et donc finalement, où sont passés leurs privilèges ? La vie est plus dure, il y a aussi des évolutions qui sont différentes, mais qui sont liées au précariat, par exemple, et finalement une explication qui peut être donnée simplement par un certain nombre d'influenceurs ou d'hommes politiques, c'est de dire c'était mieux avant, Make America Great Again, et avant c'était comment ? Avant c'était quand les femmes étaient à leur place. C'était à l'époque où on pouvait faire les blagues comme on voulait, c'était pas la fin du monde si on volait un baiser, il suffit d'écouter les chansons françaises des années 60-70, ou après... c'est la culture du patriarcat et sans doute que les hommes, et particulièrement les hommes blancs, ont quelque chose à perdre dans cette évolution qui, par ailleurs, est souhaitable et salvatrice. Mais j'écoutais la chanson de Nougaro, il dit je suivais une fille en pensant à un mot doux pour l'aborder. Et on trouve ça romantique. Mais en fait, c'est pas romantique, quoi. On ne suit pas une fille, parce que la fille, elle sait pas quelles sont nos intentions, elle sait qu'elle vit dans un monde qui est plein de prédateurs. Il faut pas suivre les filles, point. Mais nous, on trouve ça sympa. Et je pense que les hommes sont un peu bouleversés. Et puis maintenant, il y a des gens qui arrivent avec des solutions faciles et qui leur expliquent non, mais en fait, c'est pas comme ça. Prends la pilule rouge, on va t'expliquer comment vraiment est le monde, et il faut que tu reprennes ta place de mâle alpha, justement. Est-ce que les jeunes veulent être libérés des enfants ? En fait, j'ai vu ça dans ton livre, et en même temps, je me suis dit, il y a aussi cette question de la congélation des ovocytes, que je vois énormément autour de moi, de mes amis qui ont dans les 30, 35 ans, qui se disent, attends, mais faut que je fasse congeler. Enfin, quasiment toutes mes amies font ça, à part quelques-unes qui veulent pas d'enfants, mais... Et je me disais, est-ce que les jeunes veulent vraiment être libérés des enfants ? Est-ce que c'est dans une démarche très égocentrique, pas égocentrique, mais individualiste, on va dire, c'est plus juste. Ou est-ce qu'ils ont toujours cette envie d'une certaine manière ? Alors, en fait, c'est vraiment la façon dont on présente la question dit beaucoup de celui qui pose la question. C'est assez révélateur. D'abord, je m'intéresse moi plus au choix des femmes que les jeunes en général. On s'aperçoit qu'il y a une part des femmes qui envisagent de plus en plus une vie sans enfants. Moi, je l'ai vu dans mes cours, j'ai des étudiants du monde entier, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai été amené à faire d'abord ce podcast qui s'appelle Un monde sans enfants, puis ce livre qui s'appelle Un monde sans enfants. Je suis un peu obsédé. Mais c'est parce que je voyais des jeunes femmes qui me disaient « Mais moi, j'envisage ma vie sans enfants. » Et quand je m'approchais, je leur disais « Mais alors, pourquoi ?» Et elles me disaient « Pourquoi quoi ?» Et j'ai compris que quand une femme me disait « Je veux des enfants », je ne demandais pas pourquoi. Et qu'il fallait laisser les étudiants libres de leur choix. Mais j'ai vu ce mouvement grandir. Mais en fait, quand on creuse un petit peu dans le pourquoi, y a celles qui disent c'est parce que tout simplement,
l'union et le partage des tâches et la société est tellement défavorable aux femmes que avoir un enfant, ça entrave trop ma liberté et mon autonomie financière, mon autonomie tout court. C'est d'ailleurs les travaux de Claudia Goldin, la récente prix Nobel d'économie, a montré ça. Dans les pays riches, l'écart homme-femme s'est beaucoup réduit et l'écart père-mère s'est pas réduit du tout. Donc quand une jeune femme devient mère, c'est là tout d'un coup elle décroche. Les jeunes femmes, elles ont bien compris le truc. Donc oui, elles disent moi, dans ces conditions, je ne veux pas d'enfant. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Un monde sans enfants. C'est un peu tristounet comme titre. C'est un petit peu dystopique. Mais le sous-titre, c'est le pire arrive, mais le meilleur peut suivre. Et cette idée du meilleur peut suivre, c'est l'idée que si on veut raviver le désir d'enfant, on le fera en créant une société plus égalitaire. Il faut simplement que les mecs fassent leur boulot, changent les couches, de temps en temps arrêtent de bosser pour aller chercher un enfant parce qu'il est malade, etc. Or tout ça, c'est encore incroyablement inégalitaire, y compris en France, alors qu'on est plutôt mieux placé que, en tous les cas, des pays comme la Chine ou la Corée. Donc clairement, pour moi, parler de façon, en posant la question de l'individualisme et peut-être de l'égoïsme des jeunes, c'est un truc de conservateur. Je le vois direct. C'est la première fois qu'on me dit ça. Non mais on est toujours le conservateur de quelqu'un et moi, crois-moi qu'avec mes étudiants et mes enfants, je suis souvent le gros conservateur. Mais poser la question, moi j'entends ça, je lis ça dans la bouche de conservateurs et notamment américains qui disent cette jeune génération finalement, elle se rend pas compte qu'elle vit dans le meilleur monde qui a jamais existé, elle voit que ses petits problèmes, elle voit que son nombril, elle est égoïste, elle est incapable de faire des sacrifices. Et ça, ce sont souvent des hommes de 70 ans qui disent ça. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de penser, mais mec, je ne te connais pas, je mettrai ma main à couper que les fameux sacrifices dont tu parles, c'est ton épouse qui les a faits. Celle qui a mis sa carrière en parenthèse, celle qui a élevé les 4 enfants dont tu es si fier, c'est ton épouse. Et donc, la seule solution, la flèche optimiste, c'est de dire partageons, et dans ces cas-là, ça se passera bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur liée à l'écologie, liée au monde qui est extrêmement instable aujourd'hui, qui joue dans le fait de se dire attends, mais est-ce que vraiment j'ai envie de mettre des enfants au monde dans ce monde-là ? Ouais, tout à fait. Mais non, mais c'est vrai. Il y a une peur. On est dans une société de la peur. La peur est souvent instrumentalisée, parfois salutaire. Peut-être que dans le cas du climat, elle est salutaire, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'avance pas dans la bonne direction. Et là encore, l'élection de Trump envoie un signal absolument catastrophique. Il se trouve que ce discours, en gros, de l'anxiété climatique est beaucoup pointé du doigt. Je crois que numériquement, on ne sait pas trop encore. Je l'entends. Il est d'ailleurs dual, hein. Il y a je ne veux pas faire d'enfant parce que je ne veux pas contribuer à la pollution, et ça c'est assez marginal et en plus c'est plutôt faux. Et il y a je ne veux pas donner la vie à quelqu'un qui sera dans un monde hyper dégradé, et ça je l'entends tout à fait, ça me semble tout à fait compréhensible. Mais je crois que c'est pas ce qui se joue le plus dans cette baisse de la fécondité. Il y a certainement la peur climatique, il y a aussi la peur économique, le précariat, on ne sait pas trop. Je pointerai le doigt quand même pas mal aussi, encore une fois, sur le mouvement MeToo qui en fait ouvre les yeux des femmes sur une réalité qui leur est très défavorable. Et donc elles refusent ce deal en fait. Hein. Et puis beaucoup sur la technologie. Je pense que la technologie, c'est l'impensé dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on verra jamais un conservateur ou un autre. Mais en gros, la question démographique pour l'instant est trustée par les conservateurs. Et c'est ça que j'aimerais bien changer, parce que moi, je m'en soucie de ce monde sans enfants. J'aimerais bien qu'il y ait des voix progressistes qui s'élèvent pour défendre la cause nataliste, mais en l'attaquant par la gauche et en l'attaquant plutôt que par la droite. Et que disent les conservateurs ? Ils disent oh là là, cette jeunesse, n'importe quoi, égoïste, consumériste, hédoniste, débile, quoi, en gros. Certes, le climat c'est un problème, mais nous, on avait quoi ? On avait la Seconde Guerre mondiale, on avait la menace nucléaire, enfin bon, voilà, ça nous a pas empêchés, etc. Et complètement aveugle sur la question technologique, parce que de dire, en fait, on est dans un environnement numérique qui nous change, et parfois pour le bien, mais souvent pour le mal, et surtout qui est d'une puissance, je pense, insensée et mal comprise. Nos comportements changent énormément à cause de ce foutu smartphone dont on est incapable de se séparer, et
Et je pense qu'on va le voir bientôt avec la génération qui est née avec les smartphones. Et parce que eux, je pense vraiment qu'ils vont faire vraiment encore beaucoup, beaucoup moins d'enfants. C'est là où j'allais en venir en t'écoutant. Je sais pas si tu as lu cet article de The Atlantic, un journal américain, média américain, dont le titre est Est-ce que les smartphones ont détruit une génération, et qui montre, mais il y a maintenant beaucoup de statistiques qui le prouvent, et j'en parle régulièrement sur ce podcast, du fait que les jeunes ont moins de relations sexuelles, sortent moins de chez eux, etc., etc. Donc bon, forcément, s'ils ont moins de relations sexuelles, s'ils ont moins de partenaires sexuels, il y en a beaucoup qui se disent asexuels. Forcément, ils vont avoir moins d'enfants. Par définition, si tu fais pas d'acte sexuel, a priori, ça n'est pas dans les roses et dans les choux. Pour l'instant, à terme, ça peut s'arranger, mais pour l'instant. Oui, bon, pour l'instant, on en est encore là. Je suis pas sûr que ça soit souhaitable que ça aille. C'est pas sûr. Que ça aille différemment. Mais enfin, je sais pas si je souhaite que des enfants naissent dans des éprouvettes au sens stricto sensu du terme. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi effectivement un souci, c'est-à-dire le fait que les jeunes aient moins envie, ou en tout cas moins le courage, je sais pas précisément, d'avoir des relations? Mais encore une fois, je vais encore te traiter de conservateur, c'est incroyable. Mais non, mais je pense que c'est pas la bonne façon de se poser la question. Je pense que c'est pas qu'ils ont moins le courage ou que ils sont plus égoïstes, ou c'est que ils ont grandi et sont bombardés par une technologie, et nous aussi, mais eux ils sont pris à la naissance. C'est les digital natives, et à bien des égards, cette technologie leur complique la vie. En fait, j'incrimine le smartphone. Je suis pas anti-technologie, et moi, comme tout le monde, je suis un peu esclave de mon smartphone. Mais le smartphone, ça complique la sociabilité. En tous les cas, la sociabilité dans la vraie vie. Ça augmente les taux de dépression. Maintenant, aux États-Unis, le suicide a beaucoup augmenté. Dans tous les autres pays, il a baissé. Mondialement, le suicide a baissé. Ça, on ne dit pas assez. Et maintenant, on se tue plus aux États-Unis qu'en France. C'est quand même. On était plutôt fort en suicide en France d'habitude. Ouais. C'est aussi les réseaux sociaux, c'est cette logique de comparaison où chacun vit sa meilleure vie, et donc moi je regarde et je me dis vraiment j'ai une vie de merde, et franchement j'ai pas une vie de merde, mais j'imagine quelqu'un qui est vraiment en galère dans la vie, ça doit être extrêmement violent. Là-dessus, vous rajoutez l'ubiquité de la pornographie. Je suis pas du tout anti-pornographie, mais le fait que la pornographie soit accessible comme ça à tout moment de la vie, ça va compliquer le rapport à la sexualité. Vous rajoutez les applications de rencontres. Je ne suis pas anti-applications de rencontres, mais là aussi, ça complique finalement la rencontre amoureuse, la conjugalité. Vous rajoutez bientôt les intelligences artificielles dont on pourrait par exemple tomber amoureux. D'ailleurs, tu as fait un podcast à ce sujet qui était vachement bien. On peut rajouter la réalité virtuelle, parce qu'après tout, si le monde réel est si horrible, pourquoi est-ce que j'aurais pas une magnifique histoire d'amour avec une intelligence artificielle en réalité virtuelle? Ça me simplifierait la vie. La technologie, ça me permet aussi littéralement de ne pas sortir de chez moi. On appelle ça en japonais les hikikomori, ceux qui, pendant 6 mois, n'ont pas mis le pied dehors. Eh bien, ça s'est tellement généralisé. Ah oui, et puis c'est un nom, puis c'est un nom japonais, mais qui vient chez nous, en fait. Parce que, comme toujours avec le Japon, on pense que c'est les Japonais, ils font des trucs bizarres. Pas du tout. Ils sont juste en avance dans la courbe. D'ailleurs, dans ma fameuse show de basket, ils sont déjà en train de descendre. Hikikomori, ça veut dire vous sortez pas de chez vous, et c'est possible. Je peux me faire livrer à manger, je peux travailler, je peux gagner ma vie, je peux avoir tous mes amis sur les réseaux sociaux, je peux avoir des histoires d'amour, je n'ai pas besoin physiquement de quitter ma chambre. Et c'est tellement de monde qu'en Corée, le gouvernement réfléchit à payer les jeunes pour qu'ils sortent de chez eux. Donc pas pour qu'ils fassent des enfants, non, qu'ils sortent. Le gouvernement chinois local parfois organise du speed dating. Mais parce qu'en Asie, ils sont un peu au bout de leur vie en matière de fécondité. Mais je voudrais revenir sur un truc que tu as dit. On fait l'activité sexuelle baisse, et notamment les jeunes, c'est une drôle de génération de ce point de vue-là, vu de notre point de vue de vieux, puisqu'ils n'ont jamais eu autant d'options. Je suis réac et je suis vieux. Ouais, mais moi aussi. Ils n'ont jamais eu autant d'options, et ils font le moins. Il ne faut pas quand même oublier que dans cette baisse de l'activité sexuelle, il y a une part non négligeable qui est tout à fait souhaitable. C'est-à-dire que, j'en viens à MeToo, il y a la notion du consentement qui quand même s'est imposée chez les jeunes beaucoup plus que chez nous, et qui fait qu'il y a quand même moins de sexe pas consenti, mal consenti, etc. La fameuse zone grise qui en fait est pas grise, est en train de s'affiner, ça c'est plutôt bien. L'autre chose, c'est, on le voit aussi, les jeunes consomment beaucoup moins d'alcool.
Oui, en partie parce qu'ils sortent pas, donc forcément. Faut boire tout seul chez soi. Voilà, mais le problème de l'alcool, il y a pas mal de problèmes avec l'alcool. Mais un des problèmes, c'est que ça crée pas mal d'activités sexuelles qui du coup n'arrivent plus, et ça crée aussi pas mal d'enfants qui sont pas nécessairement prévus, voire désirés. Donc une partie de la baisse, par exemple, de la fécondité aux États-Unis, c'est les grossesses adolescentes. Ça, c'est super quand même, que les jeunes femmes de 14 ans tombent pas enceintes. Donc attention, moins de sexe, ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise idée. Il y a quand même beaucoup de bas de sexe qui n'arrivent plus, et ça, c'est plutôt sympa. C'est quoi les impacts de cette dénatalité ? Il y en a pas mal. Je pense évidemment à l'économie, je pense à l'écologie, mais il y en a forcément beaucoup d'autres. Il y a des implications sociales. Il y a des implications de business aussi, parce que par définition, il y aura plus de vieux. J'imagine, quand tu parlais de la Corée, j'avais aucune idée des problématiques coréennes. Le Japon, j'en avais une petite idée, l'Italie aussi, mais j'avoue que j'avais aucune idée de la Corée, et je me rendais pas compte de ce chiffre que tu as donné de 0,6%, qui est ridicule. Et du coup, j'aimerais bien comprendre les impacts. Ok, alors, vaste question. C'est 0,6 enfants par femme. Oui, pardon. Voilà. En fait, c'est entre 0,7, ça tend à 0,6. À Séoul, c'est assez intéressant. La moitié de la population coréenne vit à Séoul. C'est l'une des villes les plus grandes en termes de pourcentage du pays. C'est maintenant presque 0,5. Donc 0,5 enfants par femme, ça signifie qu'il faut 8 personnes pour faire un enfant, dans un cadre hétérosexuel qui est largement dominant en Corée. Aujourd'hui, admettons qu'il en fasse 6. 6 personnes font un enfant. Ça veut dire qu'une génération de 100 Coréens, 50 femmes, 50 hommes, les 50 femmes vont avoir 0,6 enfants par femme, ça va faire 30 enfants à la génération d'en dessous. 15 femmes, si elles ont 0,6, ça fait 9 enfants. Vous voyez, en 4 générations, il n'y a plus de Coréens. Donc, on n'a pas l'armature intellectuelle pour comprendre, et ils sont en panique totale. Moi, la Corée, je l'appelle le what the fuck country, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe quand on regarde la Corée, et ils sont en train de courir en rond comme un poulet à qui on aurait enlevé la tête. C'est fou. Et en plus, il n'y a pas vraiment d'immigration. Enfin bon, la Corée, c'est très très particulier. Les impacts maintenant, on revient un petit peu à la question que tu me posais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je devrais me soucier de quelque chose qui arrive dans 50 ou 70 ans ? Parce qu'en fait, les impacts sociétaux et psychologiques arrivent maintenant. Si on sait qu'un truc nous tombe sur la gueule dans 50 ans, ça nous impacte maintenant. Et typiquement, les problèmes économiques sont assez bien documentés. Le poids des retraites, le fait qu'il y a de plus en plus de seniors, que parmi ces seniors, il y a de plus en plus de personnes de plus de 80 ans qui vont avoir des maladies coûteuses. Il y a aussi le problème de ce qu'on appelle la démendance. Donc ça a un coût économique énorme. Et surtout, on n'est qu'au début. Encore une fois. C'est quoi la démendance, pardon ? La démendance, c'est la dépendance liée à la démence. Ok. C'est qu'on a déjà, je crois, 900 000 personnes qui souffrent d'Alzheimer en France, et qu'on en aura 2 millions en 2050. Je cite ces chiffres de mémoire, donc ne me lapidez pas si je me trompe, mais c'est les ordres de grandeur. Bref. Donc le coût économique, oui, ça va augmenter, absolument. Un coût qui est moins bien mesuré. Oui, un truc important en économie aussi, c'est que autant les seniors sont tout à fait capables de travailler, d'être très productifs et fonctionnent, autant lorsqu'il s'agit d'innovation, c'est un truc de jeune. Et donc dans une société où les 20-35 ans, ça commence à se raréfier, on a un problème d'innovation. Et par exemple, le Japon, qui est le pays le plus vieux du monde. Aujourd'hui, un tiers de la population a plus de 65 ans. L'âge médian, c'est 49. Ça veut dire que la moitié de la population a plus de 49 ans. Eh bien, le Japon, qui était un pays leader technologique dans les années 80-90, est toujours très bien placé technologiquement, mais ils sont plus sur la frontière de l'innovation. Ils ont perdu cette capacité-là. Ils sont à la dérive. Alors, ils sont à la dérive à la japonaise, c'est-à-dire de manière très ordonnée, sans trop de violence. Il n'y a pas de chômage au Japon. Il n'y a pas de chômage parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Donc, actuellement, il y a 2 jobs libres pour une personne qui cherche. Donc, si vous cherchez du travail et que vous avez envie de découvrir le Japon, voilà. faut pas hésiter. Quoique, ils n'ont pas une grosse... Encore une fois, ce que tu disais, ils accueillent pas très bien les étrangers non plus. Non, mais ils essayent, ils font des efforts assez importants. Non, un autre problème, c'est le problème politique que j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est-à-dire que plus votre société est vieille, mettons-nous dans la peau des Coréens. La Corée du Sud, donc c'est une démocratie,
ils ont fait des calculs, ils pensent qu'en 2070, donc c'est pas tout de suite, j'en conviens, la moitié de la population sera techniquement vieille, c'est-à-dire plus de 65 ans. On sait qu'en plus, les jeunes votent moins que les seniors. Donc un gouvernement qui veut gagner les élections, à qui va-t-il parler ? Aux seniors. Quel type de politique va-t-il mettre en place ? Une politique qui sera favorable aux seniors. C'est pas bon ou mal, c'est la nature humaine. Donc, ça va favoriser les EHPAD au détriment des écoles, tout simplement. Donc, c'est un pays un peu sans futur de ce point de vue-là. Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi des impacts géopolitiques ? En particulier, je pense aux guerres. Parce que s'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de soldats non plus, d'une certaine manière. Alors, absolument. Historiquement, d'ailleurs, la question de la démographie est totalement liée à la guerre, puisque, en fait, en France, on a tout fait un petit peu différemment. On a tout fait avant tout le monde. Je l'ai dit, c'est en France, sur la planète entière, hein, c'est en France que les femmes ont commencé à faire moins d'enfants. Et pendant que les Britanniques, les Allemands se développaient, mais continuaient à faire plein d'enfants, nous, en France, on s'est développé aussi, donc je vous parle du 19e siècle, mais on a fait moins d'enfants. Résultat, alors qu'on était le pays le plus peuplé d'Europe, et donc, d'une certaine façon, souvent le plus puissant, ce qui a permis à Napoléon Ier de faire toutes les horreurs qu'il a pu faire, et bien, fin du 19e, on se retrouve beaucoup moins bien placé. La femme française, à ce moment-là, est la femme qui fait le moins d'enfants au monde. 2,8, donc beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais 2,8. L'Allemande en fait 5. Et on a pris une raclée en 1871, et la coupable, finalement, ça va être la femme française. Le gouvernement va se réveiller en disant « on ne fait pas assez d'enfants, les gars, allez ». Et donc c'est en France qu'on a les premières politiques natalistes modernes au monde. Et donc oui, c'est lié intimement à « il faut des bébés pour faire des soldats ». Aujourd'hui, cette histoire de un bébé égale un soldat est un peu moins claire, parce que le rôle de la technologie et des drones, et c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste quand même d'actualité. Par exemple, c'est très probable que la Russie va continuer à avancer en Ukraine parce qu'elle a un tel avantage numérique. Mais c'est aussi pour des raisons démographiques, sans doute, que la Russie s'est aventurée en Ukraine. Elle ne cherche pas que du territoire, elle cherche du peuple. Parce que pour les Russes, ils ont une démographie en berne depuis la fin de l'Union soviétique. Et surtout, ils sont obsédés par l'équilibre entre slaves et non-slaves dans leur pays, puisque le peu de vitalité démographique qu'ils ont vient des non-slaves et des non-chrétiens d'Asie centrale. Donc pour Poutine, essayer de rattraper du peuple ukrainien, c'est certainement ce qui l'a motivé. Et puis l'autre chose qui peut motiver un pays comme la Chine, parce que on parle de la Corée, mais ce qui se passe en Chine, c'est assez incroyable, hein. Le nombre de naissances s'est évaporé en Chine. Je reviendrai peut-être dessus, mais bon, peu importe. Donc il y a une catastrophe démographique qui est en train de se jouer en Chine. Et donc ils se disent, finalement, on est encore en train de monter en puissance, notre économie se développe, on est quand même beaucoup plus fort qu'il y a 10 ans, mais on a un vrai problème de population. Pour donner quand même une idée de à quel point le problème est important, aujourd'hui il y a 1,4 milliard de Chinois. L'ONU prédit qu'il y en aura 640 millions à la fin du siècle. Donc c'est 800 millions de Chinois qui vont s'évaporer. Ouais. Et puis surtout, quand il en reste que 640, c'est que des vieux, puisque ça veut dire qu'on n'a pas fait d'enfants. Donc d'une certaine façon, le déclin chinois, il est inscrit dans sa démographie, il est inévitable, à moins que ce soit des robots partout ultra puissants. Je ne vois pas ça arriver du tout. Donc pour la Chine, il y a un peu cette idée de fenêtre d'opportunité. Là, on a des bras qui gonflent encore, on est musclé, mais dans 20 ans, dans 30 ans, ça va commencer à partir en sucette. J'ai Taïwan en face de moi, il faut que je bouge assez vite, ou pas, mais s'il faut bouger, c'est plutôt maintenant. Donc oui, moins un pays sera démocratique, plus son anxiété démographique risque de se traduire en aventurisme géopolitique. Est-ce que c'est la même chose aussi en Amérique latine ? Alors, j'imagine qu'il y a des différences entre les pays, entre le Brésil, l'Argentine, etc. Mais pas tant que ça. En fait, l'Amérique latine, pendant longtemps, c'était une sphère avec forte fécondité. On pensait quand même au catholicisme très puissant, etc. Les derniers chiffres publiés par l'INED en 2024, de mémoire, donnent un nombre d'enfants par femme en Amérique latine, je crois, de 1,7. Ce qui est fou. Ça veut dire que les Américains latins font autant d'enfants que les Françaises pour un niveau de vie et d'éducation beaucoup moins bon. Normalement, c'est corrélé. Et en plus, ils sont quand même beaucoup plus catholiques et visiblement, ça change rien du tout. Il y a encore des endroits où il y a une hostilité à l'avortement, ça change rien.
Donc ça, c'est très intéressant, c'est très inquiétant pour l'Amérique latine, mais pas tout de suite quand même, parce qu'il n'y a pas si longtemps, ils faisaient encore beaucoup d'enfants. Encore une fois, de mémoire, il me semble que en 1960, ils faisaient 6 enfants et plus par femme, à l'heure où déjà en France, on en faisait peut-être 2,3, un truc comme ça. Et puis maintenant, ils en font 1,7 comme nous. Donc eux, ils font leur transition démographique entre 2 et 3 fois plus vite que nous. Il y a ce truc-là qu'on mesure mal, c'est que le déclin démographique, ça n'est pas un truc de pays riches. C'est un truc de pays riches et émergents. Et les émergents sont des véritables bolides. Et donc, ils sont tous dans le risque de devenir vieux avant d'être riches. C'est vrai de la Thaïlande, c'est vrai maintenant du Bangladesh, même l'Inde est en dessous du seuil de remplacement, toute l'Amérique latine. L'Afrique du Nord, pas encore, mais a énormément baissé, etc., etc. Est-ce que du coup, on peut se dire que ça sera bientôt le siècle, je sais pas le siècle, mais les décennies du continent africain? Parce qu'en fait, sur le continent africain, c'est différent, non? Il me semble que ça dépend des pays, j'imagine. Ouais, alors, l'Afrique, c'est... Et l'Afrique du Sud est très différente de l'Algérie, qui est très différente du Bénin, etc. C'est assez drôle, hein. Par exemple, moi je fais un cours de démographie à Sciences Po et j'utilise des PowerPoint comme tous les vieux profs, et quand je dis à mon PowerPoint de m'illustrer ma première page qui est la démographie africaine, il me sort une photo d'éléphant. Voilà. Pour PowerPoint, l'Afrique, c'est les éléphants. J'ai un éléphant dans la savane. Et ça dit tout. C'est-à-dire que, en fait, l'Afrique, on ne devrait pas dire l'Afrique, puisque comme aujourd'hui, personne ne dit l'Asie, en fait. Personne ne dit l'Asie parce que tout le monde comprend que c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop vaste, si différent. Bah, l'Afrique, c'est pareil. Donc, pour rentrer dans le détail, si on sépare l'Afrique en 5 zones, déjà, il y a l'Afrique du Nord, donc l'Afrique arabe, essentiellement musulmane. Elle est en pleine transition démographique comme les autres. Ensuite, il y a l'Afrique australe, c'est-à-dire Afrique du Sud et les pays à côté. Ils sont en pleine transition démographique comme les autres. L'Afrique du Sud doit être à peu près au seuil de remplacement, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'Afrique intertropicale. C'est important parce que quelquefois on dit subsaharienne, mais on oublie que la partie australe est déjà pas concernée par ça. Donc, entre les tropiques, pour l'instant, la fécondité de cette partie-là de l'Afrique, qui est la partie la plus peuplée par ailleurs, est supérieure à 4. Je crois que c'est 4,3 les derniers chiffres. Ça baisse, hein. De mémoire, c'était 7 en 1960. Donc c'est aussi, ça change extrêmement vite. Mais là, on a plein de situations différentes, contrastées. On a des pays qui clairement avancent dans la transition démographique vite, et même plus vite que leur développement économique, qui est encore souvent très décevant. Puis on a des pays qui avancent très lentement ou presque pas du tout. Le Niger est souvent pointé du doigt parce que c'est au Niger que les femmes font le plus de femmes au monde. Ils viennent de passer sous la barre de 7 enfants par femme. Le Niger, ça fait froid dans le dos parce qu'ils étaient, je crois, 2,5 millions en 1950. Ils sont, je crois, 25 millions peut-être aujourd'hui. Ils seront attendus à peut-être 180 millions ou 160 millions à la fin du siècle. Le Niger, c'est quand même très sec. Bon, là, clairement, il y a un problème de surpopulation nigérienne qui se profile. Mais le Niger, c'est pas toute l'Afrique. La République démocratique du Congo, ça va très mal aussi, mais ça va très mal pour 1000 raisons, c'est d'une tristesse infinie, mais la fécondité baisse vraiment pas vite. Mais le poids lourd de l'Afrique, le Nigeria, en 2019, l'ONU nous disait, attention, le Nigeria, ils sont actuellement en gros 220 millions, à la fin du siècle, ils seront presque 800 millions. Et là, on se dit, attendez, 800 millions au Nigeria, c'est impossible que ça tienne. Voilà. Et puis là, en 2024, l'ONU nous dit, bon, on a recalculé, finalement, on pense qu'ils seront 550 millions. Alors, c'est énorme, 550 millions. C'est 2 fois moins, enfin, quasiment 2 fois moins. En tous les cas, on vient de faire disparaître 250 millions de Nigérians. Ce qui montre bien que entre 2019 et 2024, des choses ont changé au Nigeria qui donnent à penser que la fécondité va continuer à baisser. Donc, moi, ce que j'observe, c'est quand même la quasi-intégralité des projections ne cesse d'être changées à la baisse. Ouais. Voilà. Et je vois, et je suis persuadé que ça va continuer, et surtout que ça va s'amplifier pour les raisons que j'ai données, c'est-à-dire l'importance de l'environnement technologique, qui est certes sans doute moindre en Afrique intertropicale, mais le téléphone portable quand même est bien là. Et donc la jeune génération, la fameuse génération Z, dont les plus vieux n'ont que 27 ans aujourd'hui, il n'y en a presque aucun cas d'enfant aujourd'hui. Il se pose la question de l'enfant en fin de vingtaine, début de trentaine. Donc c'est pas pour tout de suite. Et ceux-là auront moins d'enfants, j'en suis absolument persuadé. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté Vlan.
Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.